Merci Laetitia d'accepter de venir à ce live parce que on sait ton emploi du temps un peu charrette en ce moment et on a réussi à trouver ce créneau. On en est bien content pour que tu puisses un peu nous parler de tout ton parcours depuis. Depuis toi en fait. Depuis le début. En vrai. C'est ta faute si j'ai un emploi du temps chargé puisque oui, c'est grâce à toi que je n'ai pas abandonné. Mais la question, c'est justement ton emploi du temps. Voilà, enfin, comment tout ça s'est construit au fur et à mesure? Parce que d'extérieur, on se rend pas toujours compte du travail que c'est, du parcours que c'est, des succès que c'est, de tout ce que tu traverses, de toutes les belles expériences et de toutes les expériences enrichissantes que tu arrives à vivre. Et c'était un peu là-dessus qu'on voulait revenir et justement comment gérer une carrière internationale comme toi. On a vraiment commencé à bosser il y a longtemps. Et si on refait un peu le point de ton parcours, c'est quoi qui a vraiment fait décoller les choses? Quel est le projet par lequel les choses ont pu démarrer? Parce qu'il y a eu Strike Back, mais avant, il y a eu mollement un dimanche matin. Alors, oui, c'est toujours samedi. J'y arriverai jamais. Ça fait 12 ans que c'est samedi. Mollement un samedi matin. Pour Christophe, c'est dimanche. En fait, je dirais pas. Évidemment, il y a un projet qui a fait décoller les choses, mais très récemment, parce que c'est Fauda, en fait. Mais c'est là, quoi. C'est là. Ça me paraît tout près. En fait, c'est pas du tout près. C'est commencé en 2014. Donc voilà. Mais c'est surtout ce qui a fait décoller les choses. C'est surtout que j'ai changé de technique de travail, en fait. Enfin, de technique de comédienne. C'est qu'en fait avant j'employais. J'ai fait 6 écoles difficilement, 6 écoles où à chaque fois j'avais l'impression de pas y arriver, de pas être heureuse et on me disait souvent on n'arrive rien à t'apprendre, on n'arrive pas à te coacher. Tu vois Christophe, du coup t'as beaucoup de mérite. Et en fait c'est juste parce que j'étais dans une méthode qui était la méthode Stanislavski avec les 100 questions du personnage, se prendre la tête sur tout ça. Ce que je faisais à merveille, j'adore me prendre la tête. Donc du coup, je passais des soirées à me demander quelle était la blessure, la faille de mon personnage, etc. Et puis quand j'arrivais sur le plateau, en répétition, etc., il restait plus rien de tout ça, puisqu'en fait, la seule chose qui reste quand on est en face de quelqu'un, quand on joue, c'est l'autre, en fait. C'est pas qu'est-ce que j'ai travaillé dans ma tête avant. Donc j'étais dans une espèce de truc de déchirement tout le temps. Je comprenais pas pourquoi j'étais triste tout le temps. Donc en fait, déjà, je trouve qu'on n'avance pas dans un métier où évidemment on est triste, on comprend pas ce qu'on fait. Et le jour où je suis tombée par hasard en fait dans un médiane, dans un stage médiane, je tombe sur des acteurs qui en fait ils sont différents. Il y en avait 2. Je me rappelle très bien. On passait les stages casting et ces 2-là, quand ils passaient les essais avec les directeurs de casting, ils étaient criants ils étaient vrais. En fait, ils jouaient pas, ils étaient. Et là, je me disais, ils sont bizarres, eux, quand même, ils sont impressionnants. Et je leur ai demandé quelle était leur école, et les 2 avaient fait la même formation, et c'était Meisner. Okay. Et là, j'ai dit, ah d'accord, en fait, je me plante complètement, il faut que je fasse ça. Et c'est vrai que le jour où j'ai fait ça, j'ai décroché mon premier truc, en fait, mon premier gros truc qui était, il y a eu HeroCorp qui était un petit truc très chouette d'ailleurs, j'ai adoré, mais il y a eu surtout Strike Back, la série américaine où d'un coup je me retrouve à être co-lead, donc guest lead, sur 2 épisodes aux États-Unis avec 170 personnes, 4 caméras pellicules, n'importe quoi, en 2011. Et là, en fait, voilà, c'est jusque là que dans ma tête, j'ai fait le switch de me dire, en fait, il faut plus jouer, il faut jouer dans l'instant, jouer avec l'autre, enfin, c'est Meisner. Maintenant, je pense que beaucoup de gens connaissent. Ça m'a révolutionné mon envie de jouer. D'un coup, l'envie est arrivée. Le fait que je ne sais pas ce que va faire l'autre et que je ne sais pas ce que je vais faire moi, parce que moi, je suis très dans le contrôle. C'est insupportable. Et le fait d'un coup de me libérer, de me dire, je sais pas, c'est une scène de Tchekhov et ça se trouve je vais la faire en pleurant, ça se trouve je vais la faire en riant. Et pourquoi pas en fait. Et j'offrirai au réalisateur ce qui vient. Et c'est beaucoup plus courageux en fait, c'est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus excitant. Et donc c'est à partir de là. Donc à partir de là, il y a eu Strike Back. Christophe, je crois que tu m'as coaché de A à Z parce qu'en fait tu m'as fait passer le casting. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, très très bien. Avec Frédéric, je me rappellerai toujours, Frédéric Moulin. C'était super. Et c'était très drôle parce qu'il y avait une scène où on devait embrasser le gars et au casting, enfin bref. Je suis allée à Londres et j'ai embrassé le directeur de casting sur la bouche.
la fille qui est dans le moment, tu vois. Et il s'en rappelle encore, il m'en parle encore, quoi. Il me dit, j'ai jamais vu ça, quoi. Mais ils ont aimé, tu vois. Faut surprendre les gens. J'ai pas fait exprès, hein. C'était pas du tout calculé. J'étais dans le moment, il est là, devant moi. C'est ton partenaire, et ben voilà. C'est mon partenaire, il faut l'embrasser, j'embrasse. Ouais, mais comment on fait? Parce que moi, je dis aux acteurs qu'il faut pas suivre les escaliers. Du coup, on est dans la merde. Ah bah là, oui, justement. Non, justement, non, mais tu n'as pas dû déroger. Tu n'as pas dû déroger à la consigne. C'est drôle. Et voilà. Après, j'ai toujours du mal avec mon. Tu connais mieux mon CV que moi. Faut toujours que je regarde après sur ce que j'ai fait sur mon CV dans l'ordre. Non, mais alors, par contre, comment ça t'as décroché le premier? C'était le gros effectivement projet, c'est Strike Back. Comment t'es arrivé sur ce Comment t'es casting-là? arrivé sur le casting en fait? Ne serait-ce que ça. Est-ce que tu oui, sachant que moi, il faut quand même, comme plein de gens autour de nous, plein d'acteurs, j'avais pas d'agent. T'avais pas d'agent, ouais. J'ai jamais réussi à avoir un agent avant, il y a très peu de temps en fait. Voilà, ça c'est compliqué. Non, mais c'est vraiment un truc, c'est une source de souffrance chez beaucoup d'acteurs. Je le vois autour de moi, ça l'a beaucoup été chez moi. Et donc, voilà, donc je n'avais pas d'agent. Les directeurs de casting, je n'arrivais pas trop à les contacter. Je faisais pourtant exactement donc Enfin, ça a quand même. Finalement, le seul truc qui a un peu marché, c'est effectivement les emails que Christophe me corrigeait. Ça va être tout à ta gloire aujourd'hui, Christophe. Merci. C'était pas l'objectif. Non, mais c'est vrai parce que tu sais jamais quand t'en fais trop, quand t'écris. Tu vois, le fait d'être personnel avec ça me gonflait, moi, de faire ce travail-là, d'être personnel avec les directeurs de casting, de leur écrire à eux, de leur dire salut, tu te souviens quand on s'est vu, machin, truc, fois 800 directeurs de casting, je le faisais 1 ou 2 fois par an, j'étais morte pour 2 mois derrière. Oui, je me souviens. Ah ouais, mais bon, finalement, c'est un peu ça qui a fonctionné. Et puis pour ce casting-là, c'est venu de l'Angleterre. Mais comment c'est venu? Ça fait tellement longtemps maintenant. Je crois. J'avais pas d'agent d'Angleterre. C'est pas une annonce? T'avais passé une annonce? Je sais plus, mais c'est vrai qu'au début, ce qui m'a, comme j'avais rien, et j'ai utilisé newsletter du comédien. Enfin, c'est plus, je me trompe dans les titres à chaque fois. Le newsletter de l'acteur, pardon. Ouais. Et il y en avait une autre. Et à l'époque, j'utilisais Movifax, tout ce que je pouvais. Il y en avait une troisième qui m'échappe, mais ça va revenir. Voilà. Et je sais pas. Je pense qu'en fait, j'avais envoyé tellement de trucs partout qu'à un moment, parce que c'était en 2011, donc j'avais vraiment pas d'agent. Donc je sais plus comment ils m'ont trouvé. Peut-être c'était en répondant à une annonce. Je sais pas. Je sais qu'ils sont venus chercher en France des gens avec ce qu'ils appellent l'ambiguous ethnicity. Puisqu'en France, moi, on n'arrêtait pas de me dire tous les trucs que je passais, on me disait on sait pas où te mettre en fait, parce que t'as pas vraiment l'air française, mais t'as pas vraiment l'air autre chose, et en plus le autre chose, on sait pas ce que c'est, comme t'es mélangé, donc vraiment t'es dans la merde quoi. Et après faut continuer avec ça, tu vois, tu te dis je lâche pas. Et c'était donc voilà, je sais pas, et justement je me rappelle de cette chose, c'est que le directeur de casting, quand ensuite il nous a présenté à l'équipe, il a dit regardez ce qu'on c'était horrible, regardez ce qu'on trouve en France. L'air de dire on l'a pas ça chez nous, c'est génial. Et en même temps il disait en même temps regardez la qualité du jeu, il y avait tout ça derrière, c'était chouette, c'était un compliment, mais il y avait un petit peu c'est chouette, c'est exotique mais pas trop, voilà. Donc finalement en fait quand on regarde tout le début de ma carrière qui a fonctionné, parce que le début de ma carrière c'est quand même le désert entre 2001, 2002 et 2008, 11, c'est long quand même. J'ai fait plein de choses d'autres parce qu'il n'y avait rien, et j'ai fait on peut en parler aussi à un autre moment, mais c'est vrai que j'ai fait du décor de cinéma, du décor de théâtre, j'ai fait tous les corps de métier que je pouvais faire en attendant d'eux. Et puis à partir du moment où ça a marché en tant que comédienne, finalement ce que je me suis dit c'est où est-ce que t'as pas l'air étrange? D'ailleurs Christophe, ça c'est un truc qu'on a encore fait ensemble, et tu m'avais dit mais tourne les yeux du côté où en fait on va pas te dire que t'es bizarre. Donc j'ai essayé, c'est là que j'ai Israël par exemple, j'ai l'air moins typée qu'en France. Tu m'entends toujours? Ouais, on t'entend. Et on s'écoute passionnément. Un petit peu. Non, mais c'est vrai que je pense que je vois pas comment ne pas être dépité parfois
parfois devant ce qui se passe en France. C'est-à-dire que les gens sont vachement fermés. En Angleterre ou aux États-Unis, Attends, tout le monde n'est pas fermé hein, en France. Oui. Faut Mais voir il y a le quand poste. même, je pense qu'on sera une grande majorité à être d'accord qu'on se prend des portes en permanence de non, non. Mais je peux, non. D'accord. Bon. Et en fait, moi, le seul truc que je me suis dit, c'est de toute façon, si tu lâches pas, il y a bien un moment où ils vont être obligés de te voir. Il y a un peu ce truc d'obstination bête. Et il y a des fois même, je me demande s'il n'y a pas un côté un peu, comment dire, ouais, je sais pas comment expliquer, mais des fois, je me demande si c'est normal d'être autant obstiné, en fait. Parce que, bon, voilà. Mais je pense que le plaisir que parfois je trouve dans une réussite, un casting réussi, parce que déjà, un casting réussi, c'est sortir d'un casting en étant fier de ce que j'ai fait, c'était tellement long. Et on va dire 90% du temps, je n'y vais plus seule. C'est-à-dire que je passe toujours par la case coaching parce que sinon, en fait, je dis toujours qu'au moins, je fais les erreurs en coaching. Puisque je les ai faites en coaching, je les referai pas au casting. J'en ferai Ça, d'autres. c'est sûr. Mais au moins, je serais rodée, quoi. Je serais Ouais. rodée on essaye plusieurs choses. Mais déjà, de réussir un casting, ça a été une première petite goutte de joie à l'édifice où je me suis dit, ah, ok, en fait, non, mais j'aime ça, en fait. Quand tu oublies toutes les baffes que tu te prends, tu te dis, ah oui, si, en fait, c'est bien. C'est bien. Bon, bah, si jamais j'avais le rôle, ce serait vachement chouette. Au moins, j'ai eu 10 minutes de rôle, quoi. Je l'ai eu, quoi. Pendant 10 minutes, je me suis éclatée. Donc ça m'a permis de pas lâcher. Puis d'un coup, un premier truc, la première fois que Simon Astier m'appelle pour me dire, là, c'était une toute petite directrice de casting très jeune avec qui j'avais envoyé des CV et des machins, des trucs, j'arrosais, quoi. Et elle m'a dit, oui, on veut bien te voir pour l'indienne. J'étais là, yes, ok, c'est pas grave, ce que vous voulez. Peu importe, j'arrive. Et donc, je me suis mis le truc, je me suis là, et j'ai passé le casting, et Simon Astier m'a appelé pour me dire, oui, c'est toi, notre Eshana, elle s'appelait. Pour moi, c'était le monde, enfin, voilà, c'était incroyable, quoi. Et donc, c'est toutes ces petites choses qui, à chaque fois, me font dire, allez, s'il y en a un tous les je sais pas combien d'années qui te dit oui, ça va le faire, ça va le faire. Et en fait, ça s'est passé vraiment comme ça. C'est-à-dire que j'ai eu qu'un projet par an pendant tout le temps, en fait. Juste là, cette année, c'est la première année où j'ai 3 projets. Mais sinon, toutes mes années, ça a été... c'est-à-dire que les gens ont toujours l'impression que tu travailles en permanence. Et il m'est très difficile de dire que c'est vrai. Je leur dis la vérité, je leur dis non, c'est pas vrai. Je sais qu'il faudrait que je dise que c'est vrai, mais j'ai un petit peu de mal à laisser les gens dans un rêve que ça va super bien et que je travaille tout le temps, etc. Je trouve que c'est pas mon caractère, j'arrive pas. Donc à chaque fois, je leur dis non, mais pas du tout. Faites-moi travailler plus. Et ça, je travaille, c'est-à-dire, comme tout le monde, on trime toute l'année pour trouver du travail, etc. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, ils sont complètement étranges par rapport à ça, parce que moi, par exemple, j'ai pas posté une news professionnelle depuis 2 ans. J'ai posté des photos de ma tronche parce que j'ai fait des séances photos. Je me suis dit bon, ce sera déjà ça. Mais les gens sont sûrs que je travaille tout le temps. Alors, des fois, tu vois, les gens mettent une story, tu la repartages. Et donc, je trouve que c'est important de dire que, non, c'est vrai que parfois, tu passes 1 an avec un projet, mais c'est magnifique déjà 1 an, un projet. Enfin, pour moi, j'étais très heureuse, quoi, d'avoir un projet qui me fait tenir pendant quelques mois. Oui, puis c'est des bons projets, en fait. Ouais, C'est des bons projets. Donc, c'est aussi ça qui Ouais, c'est-à-dire, oui, c'est des beaux projets, c'est des beaux projets. Il faut voir, si tu veux, l'évolution. C'est intéressant ce que tu demandais tout à l'heure sur comment je les ai eus, c'est-à-dire que puisqu'on arrêtait pas. Après, chacun a son profil particulier, mais moi, on me disait à 18-19 ans, bon, évidemment, je faisais autre chose, donc n'importe quoi, je faisais architecture. À 20, je sais plus quel âge j'avais, vers 25 ans, on me disait, ah, mais tu fais trop femme, donc il faut que t'attendes. Parce que là, t'es pas en accord avec ton âge. Et après, on m'a dit, oui, mais t'as une tête de rôle principale. Et t'as rien fait, donc on peut pas te caster, tu comprends, puis machin. Et puis, donc je me suis dit, ok, moi j'écoutais tous les trucs, je les notais en gros, je me disais, voilà leurs attentes, comment je peux faire? Et je me suis dit, puisque je peux pas accéder aux gros trucs, un truc prestigieux, on va dire. Prestigieux, voilà. Et d'ailleurs, en France, c'est toujours pas trop le cas, mais ça va venir.
C'est-à-dire que pour l'instant, dans les trucs prestigieux, j'ai des petits trucs. C'est superbe. Mais l'évolution, il faut voir comment elle s'est faite, quoi. C'est-à-dire qu'au début, je me suis dit, puisque j'ai une tête de rôle principal, selon eux, on me l'a dit plusieurs fois. Donc, au bout d'un moment, j'ai fait, je sais pas ce qu'ils veulent dire, mais je vais le faire. Je suis allée prendre tous les trucs de Movifax, tous les trucs, et j'ai essayé toutes les choses auxquelles je correspondais pour les rôles principaux, quoi. J'ai essayé. Et le premier truc que j'ai eu, c'était mollement un samedi matin pour un petit court-métrage Arte en algérois. Et là, j'ai fait, qu'est-ce que c'est? L'algérois, c'est l'algérien parlé à Alger, donc il y a un accent particulier, etc. Et là, elle m'a dit, est-ce que tu peux le faire? Moi, j'ai fait, oui, bien sûr. Et après, j'étais en panique totale. J'ai appelé des gens, voilà. Et tous mes premiers projets, ça a été ça. C'est-à-dire que quand il y a eu ça, ensuite, en 15 jours, j'ai réussi en enregistrant le texte et en le répétant comme une tarée parce que j'avais rien. Donc, je voulais un truc. Je m'en foutais si c'était en algérois, en turc, en turkmène, en kurde. Je m'en foutais. Je voulais un truc, en fait. Donc, je l'ai fait. J'ai eu le rôle à mes grosses gouttes de sueur parce qu'après, c'était hyper compliqué parce que c'est facile d'avoir 2 scènes de casting derrière. Après, il faut prendre tout le court-métrage. Donc, et Christophe, tu m'avais coaché aussi, et à l'époque, c'était compliqué pour toi parce que je me rappelle que c'était les débuts je t'amenais dans mes débuts d'aventure de langue bizarre et tu me disais, je comprends rien, mais je sens qu'on sait juste. Oui, Non, c'est mais ça. c'est vrai. Bien sûr, Tu me bien sûr. disais, je sens qu'on sait juste, donc vas-y, parle. Moi, je sais ce que tu dis, tu avais la traduction et tu me coachais comme ça, quoi. Et ça me rassurait parce que de pas être toute seule dans une aventure aussi bizarre, voilà. Et ensuite, ça a été pareil quand j'ai postulé pour un film en kabyle. J'étais là, qu'est-ce que c'est le kabyle? À l'époque, tu vois. Mais comme la première fois où j'ai eu Fauda, j'ai dit, qu'est-ce que c'est l'hébreu? Je partais de rien. Je savais pas toutes ces choses, en fait. Je savais pas où on parlait le kabyle. Je savais pas qu'est-ce que c'était. J'ai eu une expérience magnifique. Mais ça a été 1 an de travail, 1 an non-stop tous les jours de ma vie, avec à la fin un coach 8 heures par jour. J'avais 4 heures le matin et 4 heures l'après-midi. Il faut être complètement taré, quoi. Mais sauf que là, j'ai eu mes 2 premiers rôles, du coup. Le premier rôle au court-métrage et après un premier rôle au cinéma, dans un film qui finalement a été ce qu'il était, parce que moi j'adore ce film, mais c'est vrai qu'il a un côté un peu kitsch, c'est un film historique, etc. Mais n'empêche, il m'a amené 3 prix d'interprétation dans plein de pays. Enfin, il y a eu les États-Unis, le Canada, je me rappelle plus après, voilà, je me rappelle plus. Et c'est une aventure magnifique, mais à chaque fois, je me disais, tu vas pas faire ça toute ta vie, hein. Oui, c'est ça, c'est que c'est un boulot énorme en fait, parce qu'un an de travail sur, parce que je me souviens, on avait travaillé dessus, mais c'est vrai que c'est de la souffrance en termes C'est à de la fois de la temps de souffrance travail. Oui, du plaisir aussi. et de la folie de plaisir, en fait. Parce que tu te dis, putain, j'y arrive, c'est hallucinant. Et ensuite, tu vas dans un pays que tu connais pas, on tourne pendant 4 mois, et pendant ces 4 mois, je découvre la culture, le pays, les gens. Enfin, qu'est-ce qui peut m'apporter ça, quoi, à part ce métier de fou, mais qui est magnifique. Et derrière, du coup, évidemment, quand on me demande pour Fauda, est-ce que tu parles arabe et hébreu, moi je fais bah oui, bien sûr. Et je m'en fous, j'étais plus à ça près en fait. Et là aujourd'hui, j'en suis à ma 12e langue en fait. Le mois prochain, c'est n'importe quoi. Mais puisque maintenant j'ai compris la technique, que avant moi, des gens m'ont donné du courage, comme Viggo Mortensen en fait. Parce que moi, je suis pas du tout, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est-à-dire que Viggo Depardieu l'a fait dans je sais pas combien de langues, en russe, et beaucoup mieux que moi. Parce que lui, il se souvient. Moi, j'oublie. Moi, bon, chacun ses capacités. Moi, je joue dans la langue, ensuite je zappe, quoi. J'ai vu que Viggo Mortensen, je l'ai vu jouer dans des tas de langues, en italien, en français, en anglais, en arabe, dans un beau film de David Olofen où il jouait de 3 langues. Je me suis dit, mais en fait, ouf, quoi, c'est bon. S'ils le font, je peux le faire. Donc, voilà. Après, ma trouille, c'est que ça devienne un peu ma marque de fabrique et j'ai pas du tout envie de devenir le perroquet national. Donc, je dis non maintenant. Enfin, je dis non jusqu'au mois dernier où on m'a convaincue et j'ai joué en kurde. J'ai dit non beaucoup de fois, mais finalement, elle m'a convaincue parce que l'histoire était belle et que pour ce projet, effectivement, je correspondais bien. Mais ça a été je crois que je suis à la fin un peu du truc. Ça a été une souffrance parce que peut-être qu'on n'a pas le même cerveau à 20 ans qu'à 31. Et, et en fait, j'y arrive. Enfin, c'est pas que j'y arrive plus, j'y arrive, mais je suis fatiguée. Enfin, ouais, je suis un peu fatiguée, quoi. Puis j'aimerais qu'on me donne des rôles principaux dans ma langue. Ce serait cool.
Et donc c'est la prochaine étape, quoi. Et là, le mois prochain, je joue principalement en anglais. J'estime qu'anglais, français, c'est bon, c'est mes langues. Enfin, parce que j'ai bossé l'anglais avec des stages format langue, enfin, avec tout ça. Parce qu'au début, j'étais pas aussi à l'aise. Et c'est assez efficace. Et puis là, je vais jouer donc en anglais et en pachto. Donc j'étais là, oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'afghan du nord de je ne sais pas où, parce que j'ai oublié. Mais je vais regarder bientôt, parce que je tourne le mois prochain. Ça fait partie des 2 projets américains qui me sont tombés dessus grâce à Fauda, encore une fois, parce que là, tous les derniers projets que j'ai faits ou qu'on m'offre, c'est très nouveau, sont parce qu'ils m'ont vu dans Fauda, la série sur le conflit israélo-palestinien, la série israélienne sur Netflix. Et justement, Fauda, comment ça s'est passé? Parce que comment t'as réussi à aller sur ce marché-là? Puisque tu disais. Ouais. Alors, grâce à un monsieur qui s'appelle Christophe Averland, enfin, pardon, mais vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, un jour, tu m'as dit, fais une liste des réalisateurs, parce qu'on a des coachings carrière et des coachings comédiens, Ouais, entre ouais, ouais. toi et moi. Et ce jour-là, c'était un coaching carrière. Tu m'as dit, reviens au prochain avec une liste de réalisateurs avec lesquels tu veux travailler, etc. Évidemment, Laetitia ne fait rien à moitié. Je suis arrivée avec une liste de 20 réalisateurs et tu m'as fait, non, non, ça va pas être possible parce que ton cerveau, il peut pas se connecter sur tous les réalisateurs en même temps. Il faut que tu en choisisses 5. Je me rappelle, tu me les as barrés. Tu m'as dit, regarde toi et regarde le monde de ces réalisateurs. Et il m'a dit, toi, tu corresponds. Il m'a dit, tu m'as dit, pardon, excuse-moi. Mais c'est un truc que je raconte souvent, en fait, parce que c'est super efficace. Tu m'as dit, tu corresponds à qui? Tu corresponds à Eran Riklis, qui est un réalisateur israélien, qu'à l'époque, je connaissais un tout petit peu. J'avais vu La fiancée syrienne. Tu corresponds à un tel, un tel, un tel. Je me rappelle pas des autres. Il y avait des Français aussi, mais tu vois, c'est difficile de savoir, est-ce qu'on correspond à Lelouch ou est-ce qu'on correspond à j'en sais rien, enfin tu vois, ou à des jeunes réalisateurs qui viennent de débarquer. C'est hyper dur. Et donc c'est pour ça que je trouve qu'on a besoin de quelqu'un en face pour te dire, et tu m'avais rayé les trucs. Tu m'en avais laissé 5. J'étais dégoûtée, mais vraiment. Limite, je t'en voulais un petit peu, je me rappelle. Parce que je me suis dit, oui, ça me réduit, blablabla. Bon, tu balayes, t'acceptes. Et là, il y a une annonce dans la newsletter de l'acteur qui est comme ça, un tout petit truc qui dit Eran Riklis cast, je sais pas quoi, machin. Moi, bam, je me fais, attends, c'est bien le nom du réal dont j'ai vu le film l'autre jour, je regarde dans ma liste, oui, c'est lui, ah, génial. Donc, je réponds et tout ça, et en fait, il se passe rien. On me répond pas. Donc, moi, je fais quoi? Oh, tiens, je vais lui écrire un petit message sur Facebook. Je l'ai fait une seule fois, non, 2 fois dans ma vie. Je l'ai fait pour lui, parce qu'il faut quand même avoir un truc à dire. Et tu m'avais conseillé d'ailleurs, encore une fois, tu m'avais dit, surtout, lui écris pas en tant que comédienne. Hein. Dis-lui ce que tu as pensé de ses films, dis-lui pourquoi ça te touche toi. Bah, c'était pas compliqué après, parce que je trouve que c'est un truc qu'on a en tant que comédien de toujours On lit un scénario, on fait oh c'est moi, c'est moi. Donc en fait, là j'ai pas lu le scénario, j'ai juste vu ses autres films et je me suis dit bah oui, moi j'ai une famille qui est hyper compliquée, enfin compliquée, je veux dire qui mélange plein d'origines, d'identités. Lui, il écrit que des films là-dessus. Je vais lui parler de ça. Et à la fin, j'ai mis PS, je suis comédienne, au cas où. Et j'ai mis un GIF, ou GIF, je sais pas comment on dit, animé de moi, donc qui était très comique. Qui n'était pas comique, mais bon, quand j'y pense à l'époque, c'était drôle. De moi avec plein de têtes, dont une qui était voilée. Il y avait une avec un chapeau, une qui était voilée. Et lui, il se trouve qu'il cherchait une femme pour faire les deux, justement. Et ça lui a fait tilt, en fait. Parce que moi, je me suis dit, qu'est-ce que je lui mets dans les petites images? Je vais lui mettre des photos d'un peu tout, et puis qu'est-ce qui peut le toucher lui, quoi. Bon, bref, je me prenais la tête pour trouver comment faire pour que ça accroche, comment faire pour que l'autre, il clique. Donc, ça a cliqué. C'est-à-dire qu'en fait, il m'a appelé 15 minutes après. Il m'a écrit. Et il m'a dit, je ne fais jamais ça, je déteste qu'on m'écrive sur Facebook. Mais vous, c'est différent. Parce que je lui ai parlé de ma famille, de moi, de lui, de ses films, voilà. Et ça l'a touché, en fait. Et donc, les coachings, les conseils étaient justes là-dessus, surtout, d'ailleurs, mais là-dessus aussi. Et ça a marché. On s'est vu une semaine après. La directrice de casting, d'ailleurs, n'était pas très contente, puisqu'elle m'avait pas répondu. Et pour la petite histoire que je vais faire très courte,
elle m'a demandé, j'ai passé donc le truc en hébreu et en arabe. C'est là que j'ai du coup paniqué totalement, appelé des gens pour comprendre comment je pouvais apprendre l'hébreu. La maman de quelqu'un que je ne connais pas, après avoir mis un message sur Facebook, m'a enregistré Oh la vache. le texte. Ouais, non mais délire quoi. Je connais pas la dame, tu vois. Elle m'a gentiment enregistré le texte. Mais bon, faut demander quoi. Tu vois, c'est ce truc aussi. Je me suis dit, qu'est-ce que ça coûte? Je demande. Si on me répond pas, je suis dans la mouise. Si on me répond, c'est bon quoi. Donc voilà, j'ai copié-collé le texte que j'entendais. J'ai joué le truc. Et la veille du casting, Christophe, tu dois t'en souvenir de ça ou pas? Elle m'appelle pour me demander mon âge. Et là, moi, je lui dis mon âge, hein, bêtement à l'époque. Je ne le fais plus maintenant. Ou j'adapte en fonction du film. Je mens. Et en fait, là, je lui dis mon âge. Et là, elle me dit, ah, mais vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir un enfant de 18 ans. Je dis, bah oui, mais en fait, il y a un truc qui s'appelle le maquillage, hein, ça va bien se passer. Et là, elle me rappelle 1 heure après. Et j'étais à Médiane ce jour-là, je sais pas si tu te souviens. Et elle me dit, il veut plus vous voir. Et là, je sais pas, j'ai eu une rage. Ça faisait 15 jours que j'apprenais l'hébreu, 15 jours que j'apprenais mon texte en arabe. Je ne parle pas arabe, ma maman est libanaise, mais elle m'a pas parlé. Je lui ai demandé de pas me parler arabe parce que quand j'étais petite, ça nous faisait souffrir avec le racisme ambiant en Ardèche. Donc, je ne parle pas non plus arabe. Et là, je pète un plomb. Je deviens comme une espèce de... comme ça. Et au téléphone, je lui dis, écoutez, vous n'allez pas me faire perdre mon temps. Je vais pas vous faire perdre le vôtre. Et je vais pas faire perdre le temps du réalisateur. Je suis chez mon coach. Je vous enregistre une tape. Point. Est-ce que vous voulez bien lui envoyer au moins? Et là, elle me dit oui. Je fais, oh putain. Et je l'ai dit à Christophe, urgence, on fait la tape. Et donc, on fait la tape, et le temps qu'on finisse la tape, elle me rappelle, parce qu'on coupe les téléphones, on rallume les téléphones, et là, elle me dit, vous êtes tellement motivé, il veut vous voir. Non, mais ce qu'il faut faire, quoi, quand même. C'est juste. Et donc, voilà. Voilà, Et donc, ce premier rôle, mais c'est, alors, tu vois, tu me demandais, maintenant, je remémore dans ma tête tout ce qui se passe, c'est ça qui a déclenché les choses. C'est ce truc. C'est parce qu'en fait, finalement, j'ai eu ce rôle dans ce film qui, finalement, est allé au festival de Locarno, et j'ai commencé à me voir, comme on dit, aller dans des festivals, et je commençais à y croire, quoi, à me dire, ouh, mais j'avais pas un très gros rôle, j'avais un beau rôle, je faisais la mère du héros. Et quand même, quoi, d'un coup, je me suis dit, vas-y, lâche pas, ça marche. Tu montes des marches, quoi, justement, à chaque fois. Et voilà. Et donc, si tu as une autre question pour... Arrête pas de parler, là. Non, mais c'est bien, on t'écoute. Il y a une petite question en parallèle. Est-ce que en dehors de tes périodes de travail, tu continues à te former ou à développer tes compétences? En fait, j'ai compris... Pardon? Est-ce que tu as le temps déjà de ça? Grave, j'ai super le temps en fait, parce que, enfin, j'ai super le temps. Moi, j'ai l'impression de jamais avoir le temps parce que justement, je fais tout ça. Ouais. C'est-à-dire que je cours toujours après des milliers de trucs. Déjà, se vendre, ça prend du temps et c'est douloureux. Donc, pour tout le monde, enfin, il y en a qui sont super bons. Je viens de rencontrer une jeune comédienne là sur le dernier projet. Alors, je sais pas, c'est une autre génération. Elle adore se vendre. C'est un truc de fou, mais elle fait ça super bien. Mais c'est parce que je pense que c'est une autre génération vraiment qui a grandi avec la Starac, qui a grandi avec tous ces trucs-là. Voilà, pour beaucoup d'autres, c'est douloureux. C'est douloureux parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut dire de nous. Alors, moi, ça me prend un temps de malade d'écrire un email à un directeur de casting. Alors, je sais que je sais pas comment sont les autres là-dessus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font pas parce que c'est dur. Moi, très rarement, on va dire 2 fois maximum dans ma vie, 2 fois par an, 1 fois par an, voire 1 fois tous les 3 ans. Je le fais, mais c'est-à-dire que ça me prend tellement de temps que, mais justement, encore une fois, c'est une erreur en fait de vouloir écrire à tous les directeurs de casting. Et en coaching, plein de fois, tu m'as dit, mais arrête de prendre la tête, écris aux 10 avec lesquels tu veux travailler, bon sang. Et donc, je le fais de temps en temps. J'écris juste aux 10 en ayant un truc à dire, parce qu'évidemment, quand tu n'as rien à dire, c'est compliqué. Et donc, je suis devenue une pro à trouver des trucs à dire. Par exemple... Mais tu trouves des trucs à dire à des gens avec qui tu as vraiment envie de travailler. Ouais, avec qui t'as déjà... C'est ça, mais c'est vachement dur en fait de faire ça. Ça reste dur, moi, bien sûr. Moi, je veux travailler avec tout le monde, tu vois, c'est difficile de se dire, ah bah attends, je veux travailler avec les meilleurs. Alors, forcément, je suis allée sur IMDb, j'ai passé un temps fou à faire un classement. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui font ça comme moi. Un classement, des fois, on se les a échangés avec des amis comédiens aussi, en se disant, toi, t'en es où? Quelles sont tes adresses à jour et lesquelles tu bosses le mieux? Alors, il y a des gens qui sont complètement fermés là-dessus, d'autres qui sont complètement généreux. Moi, j'ai décidé d'être généreuse là-dessus parce que je me suis dit que de toute façon, le rôle, soit il est pour toi, soit il n'est pas pour toi. On n'est pas tous les mêmes, même si on se ressemble. J'ai des copines qui me ressemblent.
je m'en fiche. J'ai décidé que voilà, c'était comme ça, on se partageait les trucs. Parce que des gens aussi ont partagé des choses avec moi qui, d'une manière très généreuse. Et d'un coup, quand je suis allée aux États-Unis, je me rappelle d'une comédienne qui s'appelle Sarah Laure Estrania, qui d'un coup m'a envoyé tout son fichier, en fait. Et d'ailleurs, comment ça se passe sur les autres territoires en dehors de la France? Parce que t'as quand même beaucoup, tu voyages quand même beaucoup, t'as été dans beaucoup de festivals, t'as fait beaucoup de. Comment t'as réussi? Est-ce que les autres pays sont plus ouverts Ouais, à rencontrer ils sont les plus acteurs? ouverts, mais ça me fait rire en même temps parce qu'ils sont plus généreux, ils sont plus ouverts. Ils te donnent ta chance, Ouais. mais ils sont plus hypocrites. C'est-à-dire qu'en France, on te dit non, mais c'est honnête. C'est qu'on ne veut pas te voir. Aux États-Unis, on te dit mais oui, bien sûr, viens, welcome, c'est génial. Moi, on m'a accueilli dans les studios Sony, c'est un truc énorme. Tu vois, ils venaient d'avoir Gal Gadot juste avant moi et ils me le disent. Ils me disent bah oui, quand on reçoit des gens qui sont sur le point de devenir des stars mondiales comme toi, évidemment, on prend le temps de te recevoir. Et j'étais là avec 4 personnes qui sont des gens, des décideurs des énormes séries, parce qu'en fait, les studios financent les chaînes qui financent les projets, etc. Donc, tu te dis, petite goutte de sueur, et en même temps, genre, je suis la future star mondiale, tu vois. Et derrière, bah, c'est rien. Rien. C'est fini. C'est rien. Et tu te dis, mais dans ce cas, j'ai pris du temps, j'ai payé un billet, je suis allée aux États-Unis, j'ai rencontré des gens, j'ai fait que ça m'a crevé. D'ailleurs, tu te rappelles, Christophe, je suis revenue avec des dettes. Mais tu Oui, m'avais parce dit, que t'avais fait la pilot season là-bas, c'est ça? ouais, en fait, je m'étais dit, alors, s'il y a un message que je veux donner aux gens qui ont envie que ça bouge en France, n'allez pas aux États-Unis, allez en Angleterre. Parce qu'en fait, je reviendrai sur les États-Unis, mais euh, la France nous voit bizarrement, quand on commence à être vu ailleurs. Donc, c'est un bon conseil pour ceux qui peuvent parler anglais ou qui peuvent parler espagnol ou qui peuvent parler autre chose. Il y a plein de pays autour. Je sais pas, ça donne du crédit. Mais en tout cas, l'Angleterre plus que les États-Unis, parce que les États-Unis, moi j'ai donc pris 3 mois, 2 mois pour la pilot season, donc la saison des pilotes de séries télé, en me disant bah au moins je suis sur place. Donc ça c'était en 2014. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est la saison des pilotes parce que tout le monde ne sait Oui, pas. c'est pendant de janvier à mars en gros. Tout s'active là-bas et en Angleterre aussi. Et on nous fait passer des castings pour des pilotes de série. Donc on sait pas, ils vont tourner le Premier premier épisode. épisode seulement. Et si le premier épisode est bien, il va être financé. Ça se passe plus toujours comme ça, mais ça se passe encore beaucoup comme ça. Et ce qu'ils appellent maintenant direct to series, donc ça veut dire celui-là on va le passer, mais on sait que de toute façon on va directement tourner la série derrière. Donc ça c'est jackpot, c'est génial si on l'a. Si on tourne que le pilote, c'est très frustrant. Justement cette année-là, j'avais été avec Louise Monod sur un pilote que finalement elle a fait et moi je l'avais remplacé pour lire là-bas. Et on en avait un peu reparlé. C'est assez frustrant parce que elle a fait du coup un superbe pilote de série américaine et puis c'est fini, c'est tout. Parce que j'étais juste un pilote, ça n'a pas été racheté. Mais bon, après, ça montre quand même qu'on y arrive, qu'on le fait. Peu importe, c'est des steps en fait, c'est génial. Et puis, elle a tourné avec le réalisateur de celui qui a créé X-Files. Donc moi, je l'ai rencontré juste déjà, j'étais là, waouh, c'est magnifique. Chaque petit pas est chouette en fait. Mais donc voilà, on passe des castings pour ces trucs-là. Et en fait, ça sert à rien d'y aller puisqu'on est dans la ville. Et donc, on appelle des gens où là, à l'époque, j'avais un agent en Israël grâce à la série que j'ai plus, mais qui appelait des gens aux États-Unis et qui disait she's in town, tu vois, elle est là. Et non, on peut pas la voir, on veut une self-tape. En 2014, 2014 là-bas, c'était complètement monnaie courante, on faisait que des self-tapes. Et donc, j'étais folle parce que, à force oui, je suis restée là-bas. C'est vrai que j'ai perdu pas mal de sous, mais au moins, je sais ce que c'est l'aventure américaine et je sais que c'est pas une bonne idée d'y aller. C'est pas comme ça. Il faut être accompagné, il faut avoir un agent déjà. Il faut pas y aller pour chercher un agent. C'est pas la bonne technique. On pourra en reparler s'il y a des questions. Mais moi, j'ai passé du coup ironie du sort, j'ai passé la tape pour Fauda depuis les États-Unis. Et voilà, je suis allée à l'autre bout du monde pour passer un truc pour l'autre bout du monde. Et ça a fonctionné des États-Unis, quoi. Et après, moi, j'ai débarqué sur le tournage de Fauda. Comme j'étais aux États-Unis, je pouvais pas faire aller-retour, quoi. C'est pas possible.
des deux côtés du monde, c'était très long. Et donc, en fait, j'ai dit, bah, tant pis, je reste là. Et j'ai passé le callback par Skype. C'est-à-dire que la directrice de casting filmait l'écran et l'acteur jouait avec moi. Donc, on pouvait se regarder dans les yeux, parce qu'évidemment, voilà. Et c'est tout. Et je suis arrivée sur le plateau, j'avais jamais vu personne. J'ai débarqué comme ça, quoi. C'était complètement délirant. Mais comme quoi, les limites géographiques, finalement, n'existent pas vraiment, en fait. Plus aujourd'hui. Ça, c'est génial. C'est super pour nous. Et du coup, alors, le territoire, donc le territoire américain, on a compris que c'était compliqué, que voilà, le territoire anglais, comment? Le territoire anglais, c'est beaucoup plus chouette parce que ils ont la même ouverture d'esprit, mais comme dit mon agent qui est grec, et c'est important parce qu'elle a un état d'esprit plus européen, et elle me dit, en fait, en Angleterre, ils sont entre notre état d'esprit européen et l'état d'esprit américain. Donc, ils vont avoir ce truc amazing, you're great, my love, blablabla, qui nous, on est là, oh là là, on nous aime. Non, pas du tout, c'est une façon de s'exprimer. Et d'ailleurs, même quand on nous dit my love, en fait, il faut justement comprendre qu'il y a un problème. Et j'avais lu un truc génial sur comment il faut interpréter les trucs. C'est-à-dire qu'eux, quand ils disent excuse me, ça veut dire que c'est toi qui dois t'excuser. Hallucinant, quoi. Mais tout est vrai, j'ai tout testé. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pense pas pareil. En Angleterre, hein, ça c'est typique anglais. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, on est plus proche d'eux déjà dans la mentalité. Donc, moi, je trouve les directeurs de casting que j'ai vus anglais. Maintenant, je commence à en avoir vu, je sais pas, je dirais une dizaine en 15 ans. Je les trouve gentils, mais vraiment gentils, quoi. En France aussi, ils sont très gentils. Une fois, on arrive à les rencontrer. Ils sont géniaux. Une fois, on arrive à passer la barrière. En fait. Ce qu'il y a, c'est qu'en Angleterre, pour le coup, ils te donnent ta chance. Et ils sont moins dans un truc hypocrite comme aux États-Unis. Ça m'embête un peu de dire des trucs négatifs, mais il y a un peu ça. C'est-à-dire que en Angleterre, plus on va te dire, il y a un welcome plus, quoi. On t'accueille plus, on te donne ta chance. Si tu l'as pas, c'est pas grave. Mais ils ont cette curiosité anglo-saxonne, on va dire, de te donner ta chance. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis et l'Angleterre, mais surtout les États-Unis, ils veulent pas passer à côté de la future star. Ils s'en voudraient plus de passer à côté de la future star que d'avoir perdu du temps pour donner de la chance à quelqu'un qui va pas du tout. Ils veulent donner ils veulent donner une chance. Ouais. Donc pour nous c'est un avantage parce que par contre, faut pas se planter parce qu'ils oublient pas. Ça par contre, ils oublient pas. Il faut ils te donnent ta chance, il faut la saisir quoi, vraiment, faut être hyper prêt. Aucune tolérance au texte pas su, zéro tolérance à ça, ça n'existe pas. Ce qui est quand même, enfin, vous me dites ce que vous en pensez, mais c'est quand même beaucoup le cas en France. Il y a beaucoup de tournages où on arrive, les acteurs ils savent pas leur texte. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et moi je comprends pas. À chaque fois je me dis mais c'est pas possible. Il y a qu'en France qu'on fait ça quoi. Enfin j'ai jamais vu dans d'autres pays quand j'ai tourné, j'ai jamais vu quelqu'un pas savoir son texte. C'est voilà notre spécialité française. Ben oui, c'est ça. Et de pas articuler aussi, de pas comprendre ce qu'on dit. T'as compris. Mais voilà, et les conseils que je peux donner, c'est s'il y en a qui veulent travailler en Angleterre, dans ceux qui nous écoutent, merci aussi de nous écouter. Mais pour ceux qui veulent, voilà, il faut absolument faire un truc que nous n'osons pas faire en France, qui est complètement courant là-bas. C'est simplement de contacter j'ai 2 adresses qu'on pourra donner après, mais de contacter des gens qui fabriquent des self-tapes, ce qui nous était un peu tabou, pas les self-tapes, pardon, des bandes démos. D'accord. C'était un peu tabou et en fait pas du tout chez eux, et beaucoup moins maintenant en France, mais enfin c'est encore compliqué. Mais là-bas, en fait, on discute. Je l'ai jamais fait, mais j'ai plein de copains qui l'ont fait. On discute, on écrit sa scène. Enfin, souvent ils nous écrivent notre scène, parce que c'est bon, chacun son truc, mais on peut complètement participer si ça nous amuse. J'ai une copine qui a fait écrire sa scène en allemand, en anglais, en français, et je sais plus quoi. Donc elle a une scène dans laquelle elle parle les 3 langues. C'est génial. Et il y a des moyens, il y a de la lumière, il y a des costumes, il y a des trucs. Ils tournent un mini-film en fait. Et donc tu peux envoyer ta démo, pardon, en Angleterre à des agents anglais. Tu peux prétendre à envoyer à un agent anglais quand tu as ça. Avant, c'est même pas la peine. Alors qu'en France, il y a plutôt le truc, tu peux prétendre à envoyer un agent quand tu as des extraits de films à montrer. Des extraits de films un peu sérieux, quoi. Si tu leur envoies un truc bancal ou ce truc en France ne se fait que très peu. Ils ont commencé à le faire. Mais voilà, donc ça passe moins bien en France. Eux, ils veulent avoir marqué en bas
Oui, on le veut les nom du références. film. En France, il y a la nécessité de références. Ouais. Voilà. Alors qu'en Ou alors, Angleterre, ce qu'ils veulent, ou c'est alors le faut que boulot. ce soit extrêmement bien fait. Oui. Mais Faire, parce qu'en France, on le fait aussi, mais il faut vraiment qu'on ait l'impression que ça sorte d'un film. C'est le seul truc. voilà, c'est ça. Mais là, en tout cas, ce que j'ai vu fait, les résultats finaux que j'ai vus sont vraiment très très bons de ce que j'ai pu voir en Angleterre. Et c'est juste pour dire que les agents anglais vont accepter ça. Ils vont même prendre des gens en agence avec ça et montrer ça sur le site internet. Ça leur va. À partir du moment, ils considèrent qu'à partir du moment où on sort de l'école et qu'on a fait une formation et qu'on est prêt à l'emploi et qu'on a fait l'effort de faire ça en plus, on est vendable. C'est tout. Oui, Donc ils ont de quoi eux, vendre, en ils tout cas. sont. Pardon? Ils ont de quoi vendre, en tout cas. Ouais, donc ça leur va très bien. Ça leur va très bien. Euh, Et donc ça, c'est très positif parce que finalement, on a... En fait, tout notre problème, j'ai l'impression, en tant qu'acteur, c'est qu'on se dit, mais c'est quand qu'on va avoir une chance, quoi? C'est quand que je vais avoir... Mais à chaque étape, c'est ça. Je viens de travailler avec un acteur américain très connu. Il est dans la même situation. Croyez-le ou non, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que le mec, il a fait des blockbusters américains de fou et on l'entend parler, je vole une conversation, parce que j'ai des oreilles supersoniques, qui parle avec le réalisateur et là, je l'entends dire qu'il a le même souci à son niveau. C'est-à-dire qu'à son niveau, il aurait pu avoir ce truc-là, mais il n'a pas été assez ci, ça, et donc il n'a pas fait, machin, et donc il aimerait bien, mais on lui ouvre pas la porte, quoi. Et là, je me dis, mais t'as vu qui c'est qui dit ça? Ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera donc jamais, en fait. C'est ça que je me suis dit. Il faut vraiment se dire que toutes les étapes sont bonnes à prendre parce que de toute façon, il n'y a jamais un moment où on va être satisfait ou s'asseoir dans un truc et se dire, ah, ça y est, j'ai réussi. Non, ça n'existe pas. Bah, après, ça dépend du niveau de satisfaction que chacun cherche. Hein. Aussi. Je suis pas sûre qu'humainement, ça s'atteigne un jour. Je sais pas s'il y en a qui sont contents à un moment de là où ils sont arrivés. Quand même. Ah ouais, peut-être. Ça dépend vraiment des objectifs que tu te fixes et de ce que tu veux faire, en fait, de ce qui te. Mais c'est presque rassurant, moi, je trouve aussi, de se dire que, en fait, justement, il faut se contenter de ce qu'on a au niveau où on est. Ça m'a fait faire un effet inverse, quoi, de me dire, c'est génial, en fait, là où je suis. C'est vraiment. Ça fait longtemps qu'à chaque fois que j'ai un truc, je me dis, c'est génial, c'est super. C'est bon, je peux m'arrêter là. Enfin, je m'arrête pas, mais quand même, de se dire, j'ai vécu ça. Oui, voilà. Voilà. On m'a ouvert la porte, je l'ai défoncée et on me l'a ouverte aussi, ça dépend des fois. Ouais. Voilà, tous ces trucs-là, à chaque fois me dire, c'est cool, c'est génial, vas-y, respire, ça va bien se passer, t'es déjà là. Chaque étape est rassurante, chaque étape est... voilà. Mais de voir quelqu'un de très très haut placé dans ce métier dire la même chose, ça m'a quand même fait relativiser, de me dire, ouais. Bon, après, les gens qui sont à des endroits comme ça importants, et pour beaucoup, ont envie que ça continue surtout. Donc, leur questionnement à eux est plutôt de comment je fais que ça ne s'arrête pas. Oui, ou alors leur questionnement, effectivement, ce que tu disais, de passer à un autre univers. Enfin, on voit des acteurs qui ont qui sont des stars nationales parce qu'ils ont eu des rôles récurrents en télé et qui voudraient faire du cinéma, ou des gens qui font beaucoup de théâtre et des pièces très prestigieuses au théâtre, dans des théâtres très prestigieux, et qui aimeraient pouvoir passer à la télé, justement, faire des trucs plus populaires et qu'ils n'y arrivent pas. Enfin, et c'est amusant parce que oui, ce que tu dis, ça peut se retrouver effectivement à tous les niveaux. Oui, ça dépend vraiment des gens. Ouais. Oui. Pardon. Pourquoi as-tu choisi un agent grec? Faut pas que je m'étouffe, je bois du jus de céleri, ça ferait un effet un peu bizarre. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas choisi parce que j'avais abandonné, parce que j'en pouvais plus à l'époque de pas. J'étais dans une mauvaise idée de me dire que comme on me refusait en France, on n'allait pas m'accepter ailleurs. Donc, j'avais pas essayé de chercher d'agent en Angleterre. Et elle est venue me chercher, elle, en fait. Et c'était une époque où, justement, j'étais, je sais plus où, au Canada pour aller, justement, récupérer un prix avec le film en kabyle, là, complètement délirant. Et en fait, d'un coup, elle m'appelle et elle me dit I've been chasing you for a year. Et là, je fais genre, pardon. Elle suivait mon travail depuis 1 an et elle voulait travailler avec moi. Alors, je suis tombée des nues. J'ai même pas cherché à comprendre. J'ai dit oui, tout de suite. J'ai dit, c'est génial, hein, il y a quelqu'un qui veut travailler avec moi. Parce qu'on a vite fait de se sentir toujours le vilain petit canard, moi surtout, je sais pas les autres, et de se sentir exclu. Et là, d'un coup, je me suis dit, il y a quelqu'un qui me veut, je dis oui, quoi. Et j'ai eu la chance, c'est une fille géniale. Elle est géniale, mon agent, elle est superbe. Donc, en fait, je savais même pas qu'elle était grecque sur le moment. Enfin, j'aurais pu m'en douter, parce que Papadopoulou, quand même. Oui. Et voilà. Mais j'ai pas capté l'intérêt sur le moment.
J'ai pas capté qu'en fait, effectivement, elle allait avoir un esprit plus européen que les Anglais et que des fois, elle m'appelle et elle me dit, bon, alors, ils me l'ont fait à l'anglaise, je t'explique leur caractère, parce qu'elle sait que c'est à une étape de moi, en fait, de comprendre ce qui vient de se passer. Par exemple, j'ai passé le casting de Foundation. J'ai plus que passé le casting, j'ai signé le contrat. Tu te rappelles de ça ou pas? Je sais plus. Oui, oui, oh, oui. Oh, bah oui. Et en fait, Foundation, c'était un contrat à beaucoup de zéros. Beaucoup. Et en fait, je comprends, parce qu'il faut que tout. Du coup, elle me décode des trucs. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas les codes. D'ailleurs, souvent dans ma vie. Mais là, j'avais pas les codes anglais et américains. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle me fait signer un contrat, mais en fait, on signe. Il y a 2 filles qui signent des contrats. Je sais pas ça moi. Et en fait, on est 2 à signer ce contrat-là. Je passe le casting devant Apple directement. Donc, j'ai une case comme ça où il y a la directrice de casting, un Zoom avec la directrice de casting, les mecs d'Apple qui sont sur une petite case, les 2 showrunners qui sont dans 2 cases et l'assistante de la directrice de casting. Et ils sont là, ils disent rien, ils sont tous pétrifiés. Et moi, il faut que j'ai l'air à l'aise, bien sûr. Et je passe le truc et une fois que je le passe, ça se passe hyper bien. Et derrière, petit drame, parce qu'en fait, j'ai dit un mot. Je sais pas comment je l'ai prononcé. Je l'ai prononcé en mettant le stress, donc l'accent, pas sur la bonne syllabe. Sauf que le mot, au lieu de vouloir dire ce qu'il voulait dire, ça voulait dire pute. Mais dans un truc un peu slang, quoi, un peu dialecte, quoi. Enfin, moi, je pouvais absolument pas deviner que ça voulait dire ça. Et là, c'est-à-dire que là, mon agent anglaise m'explique qu'en fait, il y a un petit drame parce que du coup, ils ont peur que je parle pas assez couramment anglais, alors que je parle couramment, quoi. Juste, j'ai fait une micro-erreur. Et là, la directrice de casting passe 1 heure avec moi au téléphone, en Zoom, pour me faire répéter la scène, parce qu'il voulait vraiment que je l'aie. Et tout le monde voulait que j'ai ce truc, apparemment, j'ai compris après coup. Même les showrunners, etc. Ils me voulaient. J'avais juste fait cette micro-erreur. Après, je repasse le casting sans faire l'erreur, donc tout va bien. Donc, ils sont rassurés, tout le monde est rassuré. Et ça dure 1 mois. Ensuite, ils rachètent, enfin, c'est pas qu'ils rachètent, ils payent rien du tout, mais ils prolongent le contrat. Donc, l'attente est insupportable. Et au bout d'1 mois et demi, ils prennent une asiatique parce qu'il y a déjà une fille typée comme moi dans le projet. Donc, beaucoup de petits zéros s'effondrent. Beaucoup de travail pour rien, etc. Mais c'est jamais pour rien. C'est jamais pour rien. Il y a ce truc que j'ai appris avec les années. Il n'y a rien qui est pour rien. Parce qu'en fait, ce truc-là a fait que, donc c'était maintenant il y a 2 ans, a fait que là, récemment, j'ai retravaillé pour Apple et que là, récemment, on m'a dit, mais tu sais, Apple t'aime bien. J'étais là, excusez-moi, pardon. Apple m'aime bien. Ben oui, parce qu'à force de nous voir, en fait, dans des petits trucs minuscules, au début, c'est des castings, ils les jettent, ils veulent pas la tape, elle est ratée. Ensuite, je passe la tape, on est en callback, ils commencent à s'en souvenir, puis du callback au casting, puis du casting au contrat pas signé, puis du coup, voilà, rien n'est pour rien, quoi. Chaque petite truc, chaque petite goutte crée notre rivière. Oh, c'est joli ça. Je vais écrire un livre. Voilà, je sais pas à quelle question je répondais là, mais pourquoi tu as choisi un agent? Parce qu'elle m'a expliqué du coup, voilà, c'est ça. Elle m'a expliqué pourquoi c'était grave. Moi, je comprenais pas. Donc c'est bien d'avoir juste, c'est parfois aux États-Unis aussi, j'ai failli avoir un manager franco-canadien. Finalement, je sais pas pourquoi j'ai dit non, parce que j'aime bien ce monsieur et que j'ai toujours pas de manager. Je suis un peu lente en ce moment à tout, donc j'ai plus d'agent aux États-Unis, j'ai plus de manager aux États-Unis, je devrais. Mais bref, c'est les fêtes de Noël, on verra après. Mais ce monsieur, c'était pratique parce qu'il pouvait m'expliquer aussi. Il pouvait m'expliquer ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire ça, c'est à l'américaine. Là, ils te disent ça, entends ça. C'est toujours bien, je trouve, d'avoir, à moins qu'on ait des parents, qu'on ait une fibre vraiment américaine dans la famille ou anglaise, il y a des choses qu'on peut pas comprendre. Il y a des codes français chez nous qui sont complètement incompréhensibles pour les autres aussi. Tout à fait. C'est rassurant d'avoir quelqu'un qui a la double nationalité, qui peut nous expliquer des choses comme ça. Oui, puis ça peut influencer un choix d'agent. Ça peut influencer un choix d'agent. Tout à fait. Pardon, il y a une question qui est: est-ce que tu démarches plus au cinéma et à la télé? Et moi, ou à la télé. Et moi, j'aimerais bien que tu nous parles de ton expérience quand même avec le grand. Je te laisse prononcer ce réalisateur. J'avais oublié. Terrence Malick. Voilà. Pardon. Je me remets de mes émotions à chaque fois. Eh bien, comment dire,
Je suis à Toulouse, pardon, je prends l'accent là. Ben c'était. Alors voilà, un truc où j'avais pas du tout de boulot, j'avais pas bossé de l'année et d'un coup, une directrice de casting m'appelle sur mon téléphone portable directement d'Angleterre et elle me dit je peux pas en parler à ton agent, c'est secret, top secret. Donc je t'appelle directement, ok. Je t'ai vu dans Fauda et dans d'autres trucs avant. Ça, à mon avis, c'est pas tout à fait vrai, mais elle me présente les choses quand même de manière chouette. Et donc elle me dit Terry wants to see you. Et là je fais cool, c'est qui? Et elle me dit Terry Malik. Et là je comprends toujours pas, hein, parce que moi Terry Malik, pardon, mais et là donc elle me redit, elle me dit Terrence Malik, tu le connais pas? Et je fais non. Oh, c'est genre bah, bien sûr que je le connais. Donc je m'assois, titubant et tout. Elle me dit je comprends pas de quoi il veut me voir. Il veut te voir en casting. Donc bam bam bam, je passe donc ce sera une tape évidemment. Et donc j'ai passé une. Comment ça s'est passé? On l'a fait ensemble. Oui, on a fait la tape. Oui, ça c'était. Ah là là, et moi je suis tellement bête des fois que en fait on a fait le truc ensemble. Encore une fois, je pense qu'il m'a prise plus sur ma. En fait, il fallait faire une tape et après il fallait parler de soi. Bon courage. Putain, ça m'a pris. Je l'ai écrit. J'ai fait un prompteur et je me suis écrit un texte. Parce que moi, parler de moi. Là, à vous, ça va, mais à Terrence Malick pour lui dire, mais parler de mes origines, parler de mes. Enfin, j'avais l'impression que tous mes mots allaient être faux. Enfin, bref. Donc, je me suis écrit un texte, perfectionniste, un peu trop, sûrement, mais bon, chacun fait ce qu'il peut. Et du coup, je l'ai fait comme ça. Et en fait, je pense qu'il m'a prise là-dessus. Comme pour Eran Riklis. C'est-à-dire qu'à un moment, je crois que les gens, ils ont envie de découvrir une personne aussi. Puisque les acteurs, en fait, c'est notre outil. L'outil, s'il marche, il a vu à la tape, il a vu que l'outil fonctionne. Ça, c'est bon. Après, il veut savoir qui il prend. Et c'est ça qui l'intéresse. Et vu la personne que c'est. Mais je pense qu'il y a plein de réals qui sont comme ça, en fait. Ils ont envie de voir une personnalité, de voir. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'est important de se connaître et de savoir se vendre. Si j'ai appris un truc aux États-Unis, c'est savoir mettre les bons mots au bon endroit, etc. C'est laborieux comme tout, mais j'ai fini par comprendre des mécanismes ou comment se mettre en avant. Là, par exemple, je vous dis la vérité, donc je parle pas mal de choses négatives parce que je dis la vérité. Mais en fait, quand je leur parle à eux, ou à eux, enfin à ceux qui doivent nous employer, je suis toujours ultra positive, tout est toujours génial. Et je donne une vision de mon parcours uniquement ultra positive. Donc quand je fais ce texte pour Terrence Malick, je lui parle de mes origines, de mon parcours, mais voilà, que comme ça. Et en fait, après, j'étais bête, comme je disais tout à l'heure, parce que j'ai pas eu confiance en ce qu'on a fait avec Christophe, mais c'est pas ta faute, hein, bien sûr, c'est ma faute. Alors que c'était très très bien hein, a posteriori. Et je me suis c'était une très belle self-tape. C'était super beau, mais je suis bête parfois. Enfin, je veux dire, si tu veux, d'un coup, c'était tellement haut, c'était tellement stressant le niveau de Terrence Malick, parce que honnêtement, moi, jouer dans le plus gros, par exemple, New York NYC, c'est une énorme série télé américaine. Énorme. Ça fait 30 ans qu'elle machin, et c'est ultra bien payé. C'est complètement délirant. Et ben, j'ai pas voulu passer le casting, par exemple. J'ai refusé. 2 fois, il voulait, je ne veux pas. Parce que je m'embête. Je suis triste quand je fais un truc d'enquête. J'aime pas ça. Et je me suis dit, parce que l'agent que j'avais à l'époque m'a dit, sache que si t'es prise, c'est un contrat à l'américaine. Si t'es prise, t'es enrôlée dans ce truc. C'est-à-dire, tu peux pas sortir. Pour sortir, il faut que tu meurs, en fait, dans l'histoire. Et donc, j'ai dit non, trop dangereux pour moi, trop risqué, je ne veux pas le passer. Donc, pour dire que un truc très gros, mais qui n'est pas mon univers, je préfère pas y aller. Je pense qu'il y avait un ou deux, enfin, c'est très rare, hein, je fais pas la fine bouche, quoi. Là, c'est juste que ça me rend malheureux, ce genre de projet, j'aime pas ça. Et Terrence Malick, c'était tellement gros que j'ai repassé la tape chez moi, dans mon bureau, pendant des heures avec un pauvre projecteur, à essayer de me faire pleurer, alors que j'avais magnifiquement pleuré, parce que c'est très dur pour moi de pleurer. Voilà, bref. Peu importe. Tout ça pour dire qu'on se prend trop la tête parfois. Et que ensuite, c'était magnifique sur scène. Je ne sais pas si vous avez qui a envie, ou Christophe, que je parle du projet lui-même, je ne sais pas. Bah, tu peux peut-être, oui, en parler. Bah, quoi, je sais pas si ça sert pas à grand chose. Bah, c'est juste que, en une phrase, il était magique parce que c'est un monsieur qui est très, très spirituel, je trouve, et très,
ouais, il a quelque chose de très méditatif, assez magique, très calme. Et quand je suis arrivée sur le plateau, je l'ai entendu, toujours pareil, j'ai un vrai souci à mes oreilles, j'entends beaucoup trop. J'ai une hyperacousie et du coup, à côté, d'ailleurs, c'est ce qui me permet d'apprendre les langues, parce que j'entends un spectre plus large, mais bon, peu importe. Et donc, j'entends à côté qui dit à l'équipe, je suis dans une autre tente, et j'entends à l'équipe, Today it's her day, c'est sa journée. Quoi qu'elle dise, vous la laissez faire sur le plateau. Vous l'interrompez pas. Si elle improvise, vous la laissez faire. Et moi, j'étais là, improviser, mais bien sûr. Et il se trouve que la veille, j'avais pensé à peut-être me faire des phrases d'impro, parce que moi, improviser en anglais, c'est pas non plus ma langue maternelle, faut pas exagérer. Et donc, je m'étais fait quelques phrases. Donc là, d'un coup, vite, j'ai rappelé quelqu'un de confiance et c'était pas toi, Christophe, parce que c'était pas la bonne heure à cette époque-là, dans le décalage horaire. Et j'ai fait mes phrases d'impro et tout, etc. Et ensuite, sur le plateau, ça a été, il est hyper généreux, même des acteurs trouvent qu'il l'est beaucoup trop parce qu'il vient tout le temps nous voler des endroits, des moments de scène ou des moments de. Et pour moi, c'était magnifique. Il filme de très très près. En fait, je me suis pris la caméra dans la tête à un moment. Mais non, mais c'est superbe parce que d'un coup, on rencontre quelqu'un qui est complètement normal. Et je peux vous faire une espèce de parallèle parce que c'est vrai que là, ces 3 dernières années, c'est 2 dernières années, non 3 dernières années parce que moi, le Covid, c'est là où j'ai commencé à travailler. Vraiment, c'est dingue, mais c'est comme ça. Et aussi parce qu'en France, on a assez peu respecté les règles du Covid, quand même, faut bien le dire rien sur les plateaux, hein, rien à voir avec un tournage anglais ou américain, où on n'a pas le droit de mettre le pied, mais c'est même pas sur le plateau, c'est sur le parking. Tant qu'on n'a pas le parking où il y a les caravanes, on n'a pas le droit de mettre le pied là-bas. On attend dans une caravane spéciale tant qu'on n'a pas passé notre test tous les matins et qu'on n'a pas eu un test négatif. Et en Angleterre, j'ai tourné en Amérique, aux États-Unis, j'ai tourné avec. Je vais vous parler d'une expérience ultra difficile qui s'est passée, mais magnifique, mais difficile. J'ai eu un rôle avec les frères Russo qui font tous les Marvel. Donc d'un coup, l'Angleterre, parce qu'il faut bien savoir qu'en Angleterre, ça fait une dizaine d'années que je passe des castings pour rien. C'est-à-dire que j'ai jamais eu un casting, j'ai jamais réussi. Et ma première agent, qui était avant celle-ci, en fait, j'en avais eu une, puis j'avais arrêté de chercher. Elle m'a dit un jour, je vais devoir me séparer de toi. T'es ma meilleure actrice, tu fais les meilleurs tapes. Donc entendre ça quand même, ça fait un peu mal aux oreilles. Enfin bon, pour rester poli. Elle me dit, t'as toujours les meilleurs résultats de tous mes acteurs, mais t'as jamais été prise. Et en fait, on a un rendement. Et là, tu nous fais perdre de l'argent. Donc, je te vire. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai plus cherché d'agent non plus là-bas, parce que j'en ai marre. Et j'ai passé donc des castings, et même ma nouvelle agent, la grecque, on a mis peut-être, je calcule pas trop bien les années, mais on a mis des années et des années avant d'avoir un callback. J'avais rien, je ne décrochais rien. Et bon, après, c'est un travail aussi perso de se demander qu'est-ce qu'on fait pas bien. Et il y a un petit conseil que je peux vous donner. Je pense que je me suis beaucoup foirée sur les présentations. Franchement, j'ai envie de vous le donner celui-là parce que un jour, j'ai fait un cours de Kototama. Je sais pas si vous connaissez ce truc bizarre. Je vais pas vous raconter tout, mais c'est un truc de placement de voix. Et en fait, japonais. Et on fait toutes les voyelles. Ah, oh, machin et tout. J'ai tout essayé hein, pour réussir. Si vous saviez tout ce que j'ai fait pour chercher pourquoi ça marchait pas en fait. Et là, ce mec génial me dit, quand tu passes un casting, on te demande de te présenter et tout, vas-y, présente-toi. Et là, je me présente avec une autre voix. C'est-à-dire que d'un coup, je lui parle et tout, d'un coup, je fais, oui, bonjour, je suis Laetitia Eido. Déjà, Eido, j'arrivais pas à le dire. J'arrivais pas à assumer mon nom. Plein de trucs comme ça. Et en fait, on travaille là-dessus et je lui montre des tapes. Et en fait, il se rend compte que dans mes tapes, je suis un personnage. Donc, je suis un personnage un peu comme maintenant. Là, je vous parle, je fais la fille qui parle à un live médiane quand même. C'est cool, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je suis trop contente. Et d'un coup, on m'a demandé de me présenter et là, je vais m'effondrer. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. Et en fait, ils le sentent, quoi. Pourquoi? Parce que je me fais pipi dessus, en vrai. Quand je me présente, quand je parle de moi, j'ai peur, quoi. Comme tout le monde, enfin, pas tout le monde, comme plein de gens. Et là, j'ai réglé ce problème. J'ai travaillé pendant hyper longtemps. Et c'est vrai que, en fait, souvent, les réalisateurs, ils regardent la présentation avant de regarder le casting. Parce que comme avec Aaron Rickles, comme avec Terrence Malick, ils ont envie aussi de prendre quelqu'un, en fait. Et l'acteur, si pareil, l'outil, il fonctionne, on s'en fout. Il nous fera faire ce qu'il veut, en fait.
Et le jour où j'ai réussi à accorder, et ça m'a pris vraiment du temps, et le truc que j'ai trouvé pour accorder la présentation à la tape, c'est que je suis restée dans mon personnage. Je me suis dit parce que j'y arrive pas. Donc avant, j'y arrivais pas. Et c'est encore un peu fragile. Et donc, en fait, quand je me présente dans, allez, Lara Croft, j'ai jamais fait Lara Croft, mais je vais dire bonjour, je suis Laetitia Eido, j'ai des gros biceps et j'ai mon flingue et je vais vous le sortir. Et en fait, c'est bon, c'est réglé, quoi. Mais je suis sûre que c'est ça qui, c'est un des trucs qui, pendant des années, a fait qu'en fait, ça faisait la fille qui fait genre, elle est une actrice qui est assise dans son métier. Ça marchait à la tape. Et quand je faisais ma présentation, on voyait que j'étais fragile. Et ils veulent pas quelqu'un fragile. Ils veulent pas de quelqu'un qui va... La fragilité, ok, dans le personnage, mais ils veulent que la personne soit solide, surtout les Anglais, surtout les Américains. Donc, important de comprendre aussi les mondes, comme ils sont différents. Et aux États-Unis ou en Angleterre, et finalement même en France, je dirais, le réalisateur a quand même envie de savoir qu'il va avoir quelqu'un sur son plateau qui va être un peu solide quand même et un peu qui a les épaules juste pour faire ce truc, quoi. Donc voilà, ça c'est un petit conseil de bien réussir cette présentation. On en était où? On en était sur. Et on en était. C'est parti de Terrence Malick. Oui, mais c'est Et plus. après les frères Russo. Ah oui, et les frères Russo. Et donc j'ai eu ce rôle. Et donc un jour, après tous ces castings ratés, pour la première fois de ma vie, on m'appelle et on me dit on t'offre un rôle. Ah bah magnifique. On m'offre un rôle avec les frères Russo. Ah bah magnifique. C'est Joe Russo qui t'a choisi. Super. Le mec a vu Fauda, donc merci Fauda. Et je passe le rôle, j'ai quand même le rôle principal de la méchante, c'est du délire total. Je tourne le truc. On me dit qu'on avait présenté Angelica Houston, Charlotte Gainsbourg, parce qu'ils ne savaient pas si elle voulait avoir 70 ou 30. Finalement, elle avait 25. Et donc, non, mais les âges, en fait, on s'en fout vraiment en Angleterre. Ils s'en foutent complètement. Alors qu'en France, ils sont très pointilleux ils demandent toujours. C'est interdit en Angleterre de demander l'âge sur une tape. Ça ne se fait pas. Voilà. Parce qu'en fait, on a l'âge qu'on vous fait à l'écran, point final. Et juste pour vous dire que donc ça peut être incroyable, j'ai joué ce truc, j'ai joué le rôle de la méchante avec Richard Madden, etc., etc. Et à la fin, il présente la série, donc tout est fini, tourné. Il projette la série au test Apple. Et donc ça, c'était il y a 6 mois. Et là, ils se rendent compte qu'en fait, l'histoire est trop compliquée et ils enlèvent les méchants. Oh mais non. Mais si. Et ils me disent, avant ça, je reçois, heureusement pour ma santé mentale, des textos des réalisateurs, parce qu'il y en a plusieurs, et du directeur artistique de la série qui dit que ce qu'on a fabriqué, le personnage, qui était mon kiff, j'ai jamais autant aimé, je savais pas que j'aimais être méchante à ce point-là, je l'ai découvert. J'ai jamais eu autant de plaisir à jouer un personnage aussi construit, aussi... construit. Parce que je crois que pour faire les méchants, je crois qu'il y a un truc de tenue comme ça que j'avais jamais expérimenté. Donc c'était superbe. Et le directeur artistique, les réals et tout me disent qu'ils ont jamais fait c'est le meilleur truc qu'ils ont fait de la série. Voilà, point. Et là, moi, voilà, je suis très heureuse de tout ça. Et là, ils me disent, pas les mêmes gens, 6 mois après, Apple m'annonce qu'ils recommencent, qu'ils remettent 80 millions d'euros pour retourner la série et que quelqu'un d'autre prend mon rôle qui a 70 ans. Effectivement, puisqu'ils hésitaient. Bref, tout ça pour dire qu'il peut y avoir des trucs comme ça. Petite question, dans quel cadre as-tu fait le Koto Dama? Dans quel stage et quelle formation était-ce? C'est pas un stage, c'est un monsieur que j'ai trouvé. Je sais pas. Je sais pas parce que je cherche tellement. Je sais pas, je pourrais vous lister une cinquantaine de choses que j'ai essayé pour. Parce qu'en fait, moi, je sais pas vous, moi, je fais ce métier, je crois beaucoup parce que je suis fascinée par l'humain et que mon meilleur cobaye, c'est moi. Et du coup, j'ai envie d'essayer toutes les choses, toutes les techniques qui peuvent me faire comprendre ce que c'est cet outil, comment il fonctionne physiquement. J'adore la biologie, j'adore tout ça. Donc, j'ai tout essayé. Donc, le Kototama, si ça vous intéresse, je donnerai les coordonnées du monsieur. J'espère qu'il le fait encore et qu'il est encore à Paris puisqu'il avait des... Bon, mais sinon, après, je pense que ça se trouve, mais c'est des séances toutes simples où on dit les lettres. Et moi, il se trouvait que j'arrivais, par exemple, très bien à dire il y a 3 A, par exemple. Il y a le A sec, ha, comme ça, il n'y a pas de problème. Il y a le A très lent, ça, il n'y a pas de problème non plus. Et le A moyen, je vais pas vous le faire.
J'y arrivais pas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'arrive à casser, j'arrive à détruire, j'arrive à péter une relation, même avec quelqu'un, un directeur de casting, et je le fais pas. Mais je veux dire, il y a ce truc que je pourrais être là, je pourrais être dans l'abandon total de toute façon, ça marche pas et personne veut de moi. Et j'arrive pas à être dans ça va bien se passer, en fait, c'est cool. Dans la demi-mesure. Voilà. Et en fait, à force de travailler ce A, que j'ai fini par choper, mais bon, et encore, je vous dis, c'est un travail de tous les jours. C'est ce que m'a appris Meisner, en fait. Meisner dit que on est comme un danseur. Et à un moment, on est rouillé. Si on ne travaille pas le muscle de l'émotion, on est rouillé. Donc, pour répondre à la question à laquelle j'ai pas répondu, moi, je retourne souvent. Alors, c'est Scott Williams qui m'a formé. Il a Impulse Company parce que lui, il a été formé par Meisner. Donc, je trouve que c'est important parce que moi, j'ai vu notamment un studio, je ne vais pas citer le nom, mais je trouve que ce serait d'utilité publique, qui enseigne Meisner d'une manière complètement tarée. Donc, je vais vous dire ce qui est taré, c'est que la personne souffle dans notre oreille ce qu'il faut qu'on dise. C'est l'opposé de ce qu'on doit faire en Meisner. On doit ressentir ce que l'autre nous fait, et on fait de la répétition avec ce qu'on ressent, pas avec quelqu'un qui vient nous dire « je suis folle, je suis folle ». Pardon, excusez-moi. Mais je dis ça parce que c'est un exemple que cette personne fait souvent, donc il va la reconnaître. D'accord. Mais c'est dangereux. Et donc moi, je me suis rendu compte que retourner tout le temps à la source, d'aller retravailler avec des gens qu'on connaît pas, parce qu'en fait, on peut faire ce qu'on appelle des drop-in. Mais il y a pas mal de cours, je crois, qui font ça. Donc il m'est arrivé d'être en Angleterre, je l'ai fait en Angleterre, je l'ai fait à Paris, on y va et bam, on arrive, on travaille 1h30, 3 heures, je sais plus, c'est plutôt 3 heures les trucs. Et on se réexerce, en fait. On remet toujours le travail sur la table. Donc ça, pour moi, c'est Meisner est hyper important. Et après, qu'est-ce que je fais d'autre? Moi, je trouve que les tapes sont des exercices incroyables pour s'auto-entraîner. Et moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris au fur et à mesure de toutes ces années, c'est aux grandes dames de Médiane et de Perrine à l'époque, c'est que je montais moi-même mes démos. Mais en fait, pourquoi je faisais ça? C'est parce que je repérais tout ce qui allait pas. Et donc, c'est comme un apprentissage sur pièce, quoi. Je voyais ce qui allait pas, donc évidemment, je le prenais pas et je prenais dans ma démo ce qui allait. Mais ça m'a aiguisé l'œil sur mon outil. Oui, d'être capable d'être dans l'autocritique, quoi. De Oui, l'auto-analyse. sans trauma, ouais, voilà. Je sais qu'il est très difficile, l'acteur là avec lequel je viens de jouer, il ne supporte pas de voir ses rushs. Alors qu'il y avait Olga Kurylenko qui était aussi sur le projet. Elle a la même technique que moi. Le réal, du coup, a compris tout de suite. Il m'a fait « Ah, t'es comme Olga ?» Je dis « Bah oui, bien sûr. » Et je suis arrivée et tout de suite, il m'a laissé regarder les rushs parce qu'il sait très bien qu'une fois, pas les rushs, le moniteur, parce qu'il sait très bien qu'une fois, on regarde ce qu'on a fait une fois, on voit « Ah ok, ça j'aime pas », bam, on va proposer autre chose. En fait, c'est un outil génial, à condition qu'on le prenne comme ça. Moi, au début, je regardais, je voyais, j'aimais pas ma voix, j'aimais pas mes oreilles, j'aimais pas mon nez, j'aimais rien. De toute façon, voilà. Et j'ai appris à tout aimer. Et j'ai appris à me dire, ok, maintenant ça, tu zappes. Qu'est-ce que tu fais bien? Comment tu te tiens? Comment tu te tiens pas? C'est vraiment un exercice ouais, c'est génial, moi, je trouve, de faire ça. D'autocritique. Mais pas négative. Et comment tu travailles, enfin, comment tu prépares tes rôles? Parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps, on se dit, tiens, ce serait bien d'en parler, ça, ou tes fameux 100 personnages, les fameux 100, je sais pas quoi, là. Tu m'as appris un truc, là, je sais même pas que ça existait, ça. Dans la méthode Stanislavski, tu fais ça. Donc ça, on n'en parle pas parce qu'on ne fait pas, surtout pas. Moi, je fais surtout pas, en tout cas. En fait, j'en suis venue à épurer. En fait, je crois que moi, j'ai un côté un peu, je cherche de la spiritualité, en tout cas. Et c'est pareil partout. La chose la plus difficile, c'est d'épurer. C'est d'en faire moins. Dans le jeu, pourquoi les vieux acteurs sont géniaux? Il faut plus rien. Il faut plus rien du tout. Mais il faut plus rien parce qu'ils ont plus rien à faire. Ils sont tellement, en fait, qu'ils ont plus besoin. En anglais, là, il y a to be et to do. Ils sont tellement dans l'être qu'ils ont plus besoin de faire. Et donc, moi, je me suis dit, OK, comment je fais pour être assez consistante en faisant plus rien? Mais en fait, on l'est. Parce que moins on en fait, plus on est centré. Donc, mais c'est super dur. C'est le plus difficile, mais c'est le plus excitant. Du coup, c'est devenu super excitant de rien faire. Et je me suis dit, comment je peux enlever. Donc, il y a une époque où j'ai dit une bêtise. On m'a demandé comment tu travailles tes personnages. J'ai répondu, je travaille pas. C'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, je croyais que je travaillais pas. Parce que je venais d'une méthode où on investissait tous ces trucs-là. C'est qu'en fait, c'est un travail qui est global. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un travail
dans Meisner, on va revenir à Monsieur Meisner parce que c'est quand même important. La seule chose qui compte, c'est le texte. Et c'est de faire confiance à la fois à l'autre, mais aussi au texte. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'en ai retenu. Faire confiance à l'auteur. Parfois, on a remarqué, Christophe, que le texte archi mauvais, on a eu du mal là, l'été dernier sur un casting qui était mauvais, vraiment. Et en fait, tu m'as dit, tu te rappelles? Et tu m'as dit, tu m'as dit non, on change pas un mot. Bon, ok. Et en fait, à force de le faire, finalement, c'est pas vraiment faire confiance à l'auteur, c'est pas les bons mots. Finalement, c'est faire confiance, tout court. C'est-à-dire qu'en fait, à force de faire le texte, on n'a pas changé un mot et on l'a rendu bon. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, à force, on s'y est habitué, on a rendu le truc bon. On ne sait pas comment, mais le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, j'aurais plus jamais un problème avec le texte. Parce que moi, ça me pose beaucoup de questions. J'aime pas les acteurs qui arrivent et qui font, bon alors, je vais réécrire. Très bien, je les respecte. Juste moi, je n'aime pas. Donc moi, on me l'a fait l'acteur est arrivé et il dit, alors moi, je t'avertis, j'apprends pas mon texte. Et je vais improviser. Juste. Tu me suis? Et là, je fais, non, en fait. Tu dis ce que tu veux, moi, je reste sur mes lignes. Moi, je bouge pas, parce qu'en fait, moi, j'ai travaillé. Excuse-moi. Donc voilà, les mots sont... La seule chose que je fais, c'est d'apprendre les mots, en fait. J'apprends les mots, et une fois, je sais les mots comme une partition de musique, et c'est exactement ce que je fais dans les langues étrangères, en fait. Je comprends absolument pas tous les mots que je dis. Une fois, j'ai la musique du texte, enfin, la musique, c'est pas du tout ça, mais c'est pas du tout la musique, puisque même en langue étrangère, la musique dont je parle, c'est juste que j'ai besoin de mettre les accents sur les bons endroits, puisque c'est des langues toniques. La France, on est un des seuls pays à avoir une langue plate. Toutes les autres sont pas compréhensibles si on met pas les accents toniques au bon endroit. Et donc, même l'anglais, surtout l'anglais. Et donc, en fait, une fois, j'ai juste le squelette du texte qui est prêt à sortir dans tous les sens, en faisant des choses. C'est-à-dire que je sais mon texte quand je peux le sortir en faisant ma valise. Voilà. C'est quand je fais une activité et que le texte sort sans aucun problème, je sais que sur le plateau, on va me demander n'importe quoi, dans n'importe quel sens, en faisant n'importe quelle chose, il va sortir. Donc ça, j'estime que j'ai fait mon travail à partir du moment où je suis capable de faire ça. Et après, c'est le plaisir de Meisner, je me laisse faire, en fait. Je me laisse faire par ce qui se passe, par moi-même, par l'autre, Mais parfois, il m'est arrivé de tellement épurer que j'ai pas lu le scénario. Et en fait, ça m'est venu de quelque chose de Fauda. C'est que Fauda, c'était en hébreu, c'est quand même un projet israélien. Ils avaient très peu de budget. Je vous passe les détails. Et en fait, ils m'ont dit, on n'a pas du tout la possibilité de te traduire 12 épisodes de 43 minutes en anglais, en fait. Et je leur ai dit, mais je peux pas le faire sur Google Translate, je vais devenir folle, en fait. Donc, il faut que vous m'expliquiez de quoi il s'agit. On va se faire confiance. Vous allez vraiment m'expliquer. Parce que c'était un sujet, le conflit israélo-palestinien, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc, on s'est fait confiance. Ils m'ont briefé sur de quoi chaque épisode parlait. Et ensuite, moi, j'avais juste mon texte. Et ça m'a donné une liberté tellement grande. C'est qu'en fait, d'un coup, je me suis dit, c'est logique. Vu que mon personnage ne sait pas ce qui se passe quand il est pas là. En fait. Oui, c'est logique. Pourquoi je vais m'embêter à lire 12 fois 43 épisodes, 43 minutes, pardon, alors que je ne suis pas là. Donc, en fait, avoir la structure, pareil, le squelette de mon... Moi, ce que je fais, c'est que j'extrais toujours mes scènes et j'extrais juste mon texte. Et en fait, j'ai juste mon texte. Et je travaille là-dessus. Et après, il y a aussi d'autres projets où, de toute façon, on ne te donne pas le reste. C'est-à-dire que Terrence Malick, j'ai pas l'intégralité du scénario. J'ai juste, moi, ce que je devais faire. Et à chaque fois, je me suis dit, attends, dans les situations d'urgence où t'as pas le temps, souvent, j'ai entendu des gens râler parce qu'on nous envoie juste les scènes et pas le scénario. Et alors, tu vois, c'est ce moment que tu dois jouer. C'est pas le scénario. Et justement, ça permet de pas anticiper. Ça permet de pas tomber dans le piège de, ton cerveau, c'est ce qui se passe après, donc je vais le jouer comme ça. Non, tu joues juste ce qui se passe maintenant. Et il y a même une scène où je parle de mon mari dans Fauda, mon mari forcé, mon cousin, quoi, mort. J'en parle, je demande où il est, etc. On joue toute la scène de fin. Et après, j'entends que le comédien d'après, qui joue la scène d'après, dans sa scène, il dit qu'il est mort. Et là, moi, je panique un peu parce qu'on m'avait pas expliqué. Ils ont oublié de me dire que mon mari est mort, tu vois. Mais c'est pas grave parce qu'au moment où je l'ai joué, du coup, j'étais pas du tout dans un truc d'anticipation. Je parlais vraiment de lui comme s'il était vivant. Donc, le choc de la scène d'après sera encore plus fort. Donc, j'ai rendu service
en faisant moins et en ne sachant pas ça, j'ai finalement rendu service au projet. Enfin, je sais pas si. Ouais, Non, bien c'est sûr, vrai, bien tout à sûr. fait, Ouais. T'as pas vendu la mèche, quoi. ouais. Ouais, ben je pouvais pas. Le personnage, je savais pas. Je le savais pas, mais le personnage non plus. Donc, Donc ouais, voilà. Donc je travaille comme ça. Je travaille, bon, quand même, quand j'ai un rôle. Bref, quand je peux lire le scénario, en général, évidemment que je le lis. oui, Hein. mais ça t'est arrivé de pas le lire et ça n'a pas forcément été C'est handicapant. juste pour dire, voilà, c'est exceptionnel, mais ça m'a permis d'épurer. J'ai compris qu'en fait, le plus important, c'est mes mots et mais évidemment mes émotions. Enfin, je dirais, à part le squelette, c'est juste d'être disponible et de se laisser faire. C'est-à-dire que moi, c'est compliqué de me laisser faire. Hein. Je l'ai déjà dit, mais tout ça nous demande tellement de travail de réussir à être vendu, tellement de maîtrise et tellement Bon, on me dit des fois, t'es pas t'es pas dans le lâcher prise, t'es dans le contrôle. Je dis, mais hey, vous êtes mignon. Mais si je contrôlais pas, comment j'envoie mes 50 mails, comment j'envoie mes machins, comment je me lève le matin pour m'organiser un programme. Tous les comédiens le savent, qui essayent de se vendre, etc. Et les autres, des fois, ne comprennent pas en disant, mais toi, tu te réveilles à midi. Mais non, pas du tout. Et donc, ce contrôle-là qu'on est obligé de se mettre sur les épaules, parfois, c'est pas facile de le lâcher en jeu, quand on est dans notre vrai métier finalement. Et quelqu'un a dit, n'essaye pas d'être quand tu es dans un bol de salade et que tu es la tomate, donc tu es le comédien, n'essaye pas d'être toute la salade. C'est-à-dire qu'au moment où tu joues, essaye juste de faire ce qu'on t'a demandé. Enfin, ce qu'on t'a demandé. Soit la tomate, quoi. Et moi, j'ai vachement de mal à être juste la tomate. C'est que vraiment. Mais vraiment, c'est très très dur parce qu'en plus, comme avant, comme j'ai passé presque 10 ans à pas travailler, j'ai été tous les postes au cinéma sauf électro et mais sinon même les machinaux, j'ai bossé avec eux, mais j'ai tout fait, premier assistant réal, prod, régie, déco, j'ai tout fait pour gagner ma vie. Du coup, j'ai du mal à pas être la salade, moi, perso. Mais j'essaye. Voilà, justement, c'est un de mes défauts. Travail au quotidien. Soit une tomate. Mais non, mais c'est pas mal, en fait. Une bonne tomate. Des fois, de revenir à un truc, tu vois, donc, c'est pareil, c'est que c'est encore les purs, en fait. C'est genre, tais-toi, genre, juste, tu vois, dis ton texte. C'est tout. Oui, c'est vrai que les Américains, ils ont ça, just say the lines. Mais ça suffit, en fait. Mais c'est ça qui est fou, c'est que quand t'as tout nettoyé, finalement, ça résonne beaucoup plus fort. Voilà. Mais c'est un super exercice. Et le kototama, c'est exactement ça. C'est dépolluer, dire, bah, tu vois, et machin et tout. Bref, alors, dernière question justement sur le kototama. Est-ce que les séances que tu as faites étaient en lien avec le travail du comédien ou est-ce que c'était du kototama pur? C'était du kototama pur, mais simplement pour moi, tout est en lien avec tout. C'est-à-dire que la personne ne les a pas. Le monsieur voit aussi bien des comédiens que des gens. Bâtiments. Mais il s'en fout. Il voit des gens qui veulent travailler sur eux. Et pour moi, comme le comédien, c'est uniquement un grand art de travailler sur soi pour pouvoir ensuite montrer tout le panel des humains, puisque je pense qu'on a. Moi, j'ai eu une grosse dispute à ce sujet-là avec quelqu'un, mais je suis convaincue qu'on a absolument tous les personnages en nous. On n'est juste pas adapté. C'est-à-dire que, mais bêtement, c'est-à-dire que les gens pensent que un serial killer, il doit ressembler à ça. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant qu'un serial killer ressemble à ça. Mais en fait, on ne peut pas lutter contre ça, à moins de faire ses propres films. On est obligé de rester dans une espèce de truc. Oui, on est sur une représentation. C'est ça, on est dans une société qui fait des représentations de ces stéréotypes. Voilà. Donc il faut ou l'accepter ou faire ses propres films ou trouver des réalisateurs qui sont OK avec ça. Mais malgré tout, je trouve qu'en tant qu'acteur, c'est fascinant de pouvoir se dire qu'on peut tout faire. Voilà. Enfin, en tout cas, le travailler, l'explorer. C'est un kiff quand même. Bah écoute, ça peut être comment dire, le mot de la fin. Et sinon, là, tes projets, c'est quoi? Eh ben, c'est quoi? C'est là, je viens de tourner donc sur un film américain avec un monsieur super qui s'appelle Aaron Eckhart, qui a joué dans Batman et dans Erin Brockovich et dans plein de trucs. Ça, c'est un film américain qui
moi, petite déception, ne sortira peut-être pas au cinéma, mais ça se fait beaucoup en ce moment. Même le dernier film de John Malkovich et Bruce Willis, il est sorti direct en VOD, donc je pense que ce sera ça qui va se passer. On verra. Ça s'appelle Chief of Station. Okay. Et le prochain que je tourne le mois prochain, là, c'était le gros cadeau de l'année, c'est que j'ai pas eu à passer de casting pour, encore je crois que ça m'est arrivé 3-4 fois là. C'est Martin Campbell, le réalisateur de Casino Royale, des James Bond, et qui m'a demandé d'être dans son film pour jouer avec Eva Green, que je retrouve parce que du coup j'ai joué avec elle dans une série qui sort avec Vincent Cassel et Eva Green, qui sort le 24 février sur Apple+. C'est la première série Apple Europe. Voilà. Et ça, alors, je vais dire un truc bien sur le directeur de casting français. Vraiment, c'est important de finir là-dessus. Ça, c'est un rôle qu'on m'a pratiquement offert. Je suis venue passer le casting pour la forme. Mais c'est important quand même parce que c'est une directrice de casting, c'est Sylvie Brocheret. Elle me dit, tu sais, tu m'as envoyé des mails tous les 2-3 ans. Je sais très bien qui tu es. Je t'ai jamais vu. Mais aujourd'hui, je te donne le rôle. Ah, j'ai envie de pleurer. Non, mais, et d'un coup, qu'elle m'explique qu'en fait, elle m'a pas zappé, quoi. Ça, voilà, de se dire qu'en fait, tout notre travail de fond, il est pas complètement pour rien, en fait, parce qu'à un moment, il y a eu ça, et il y a Fauda qui a validé aussi ça. Tu lui as donné la possibilité de suivre ton travail, en fait. Ouais, donc je me suis dit, c'est pas pour rien, et voilà. Et en fait, en se forçant à rester positif, il y a bien un moment où ils vont entendre parler de nous d'une autre manière, par une autre porte. Ça n'arrive pas à entrer par la porte. Mais ils ont déjà entendu parler de toi. Non, mais je veux dire, pour tous, tu vois, je veux dire, passe par la fenêtre, passe par la cheminée, continue à essayer de rentrer. Il y a un moment, ça va rentrer. Voilà. Apprendre à se vendre positivement. Mais c'est donc un exercice vraiment à faire avec son coach, moi, je trouve. Parce qu'en fait, on n'est pas capable forcément de voir ce qui va bien, quoi, chez nous, ou ce qui va bien chez nous, ou ce qui va bien dans notre parcours. Donc, c'est bien en fait, moi, je m'étais appris un petit discours par cœur, et quand j'arrive au casting, mon objectif en casting, c'est, avant de partir, avant de quitter la pièce, d'avoir réussi à caser les derniers trucs que j'ai fait. Il faut se la péter, en fait, mais en très peu de phrases et sans avoir l'air de se la péter. Donc, c'est un exercice. C'est comme le Kototama, c'est un exercice. C'est un truc où, pour moi, ça fait partie de la boîte à outils du comédien, d'arriver en 2 phrases et sans en avoir l'air, de montrer au directeur de casting que on fait plein de choses, même si ça fait longtemps qu'ils nous ont pas vus. Et il faut pas que ce soit long, il faut que ce soit méga court. Voilà, c'est en tout cas, c'est ce que j'applique pour moi en ce moment, donc je trouve que c'est un conseil que je peux donner en ce moment. Merci beaucoup. Oui, pour répondre aux questions. C'est passionnant. Oui, il y a les safe-tape, effectivement, Nathan Métral qui le fait. Effectivement, nous, les safe-tape en anglais, on les fait aussi, safe-tape en anglais, présentation en anglais, tout ça, on peut bosser là-dessus. Et en français aussi. Évidemment. Ouais. Merci à toi, Laetitia. Merci beaucoup, parce que tu as vraiment parlé, comme disait, avec authenticité et générosité. Oui. C'est un témoignage qui vient. Et merci à toi, c'était super. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut retirer de tout ça. Et une des choses qu'on peut retirer, c'est tenez bon. Never give up. Tenez bon. Parce qu'après la vague, quand tous ceux qui auront lâché. Qui c'est qui restera? Il restera nous. Voilà. Merci à toi et à tout bientôt. Très belle fête de fin d'année pour ceux qui font des fêtes de fin d'année. Et puis, à très bientôt. Et puis à très bientôt. 2023. On vous donnera le programme 2023 sur les lives en 2023. Je pense qu'on n'aura pas de nouvelles avant, mais ça va continuer. De toute façon, il y a plein de choses qui vont arriver. Merci beaucoup, Laetitia, encore. Belle fête à toi. Et puis l'année prochaine pour des nouvelles aventures. Oui. Grosse bise à tout le monde. Bisous. Et merci Médiane et merci Laetitia. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Ciao. Bye bye. Ciao. Bonne fin de journée à tout le monde. Bonne journée. Bye bye.